We won't harm anyone except for those that deserve it. Vamos a hacerle If daño you deserve it, únicamente al que you merece. better El que hide debe, sí. because we will call. President Trump's war on drug trafficking getting even larger in scale, the president declaring cartels as unlawful combatants, paving the way against drug cartels. In a memo sent to Congress, the White House saying the U.S. is now in an armed conflict with the narco gangs and labeling their members not just as criminals, but as enemy combatants. Et si le parrain de cartel le plus redouté dont vous avez entendu parler finissait par trouver la mort dans l'enceinte même qui était censée le protéger? Une nouvelle vidéo choquante, désormais virale sur Internet, prétend montrer El Mencho tué par un groupe se faisant appeler Los Chapitos à l'intérieur d'une prison mexicaine. En octobre dernier, un vaste raid dirigé par les États-Unis sur les quais tranquilles de San Pedro a transformé un port paisible en champ de bataille, capturant le prince héritier insaisissable du CGNG et provoquant des ondes de choc au Mexique et aux États-Unis. Cette opération fut le début d'un démantèlement attendu de longue date. Aujourd'hui, les images qui ont explosé en ligne promettent d'être le prochain moment sismique dans la guerre mondiale contre la drogue, révélant une mort brutale qui pourrait remodeler le paysage des cartels pour toujours. Restez avec nous alors que nous levons le voile sur cette vidéo controversée, vérifions les allégations et explorons les vastes implications du prétendu meurtre d'El Mencho par Los Chapitos. Les enjeux sont plus élevés que jamais et l'histoire continue de se dérouler. La nuit du 7 octobre 2025 a plongé San Pedro dans un silence presque conspirateur, comme si toute la ville retenait son souffle. Le ciel était une ardoise meurtrie, rompue seulement par l'éclat implacable des projecteurs qui s'allumaient comme une série d'yeux en colère. En hauteur, des hélicoptères planaient, leurs rotors fendant l'air avant l'aube, tandis qu'en contrebas, des SUV blindés formaient un mur d'acier compact, scellant chaque ruelle et chaque coin. Une nuée d'agents fédéraux et de policiers locaux marchait en vagues synchronisées à travers les pâtés de maisons résidentielles, leurs bottes résonnant sur la brique et le béton. Les rues ressemblaient moins à un port tranquille qu'un champ de bataille sculpté dans l'acier et le silence tranchant. Ce n'était pas un raid aléatoire. L'opération Wipeout était l'aboutissement d'une chasse de 10 ans, le fruit d'une surveillance acharnée, d'une collecte de renseignements minutieuse et d'une détermination inébranlable à couper les veines d'un empire criminel qui avait gangréné la surface de la ville pendant des années. La cible était le gang Rancho San Pedro, une organisation de rue qui, partie d'un petit groupe local dans les années 1970, était devenue une entreprise multigénérationnelle et surtout une façade pour la mafia mexicaine, un syndicat carcéral qui exerçait depuis longtemps son contrôle sur la région. La structure du gang était complexe. Il était divisé en 6 sous-groupes distincts, chacun avec son propre territoire, son propre ensemble de responsabilités, mais tous répondaient à une autorité supérieure. 2 de ces sous-groupes étaient entièrement composés de femmes, un fait qui soulignait l'étendue et la profondeur de l'organisation. Chaque division fonctionnait comme une unité commerciale distincte, mais toutes partageaient un flux de revenus commun, une hiérarchie partagée et une allégeance partagée à un nom qui résonnait bien au-delà des limites de la ville. La mafia mexicaine exigeait des taxes sur chaque activité criminelle sur son territoire. Trafic de drogue, transfert d'armes, même les entreprises illicites gérées par des entrepreneurs locaux. En retour, le cartel offrait un cadre sophistiqué qui accordait aux gangs de rue une légitimité opérationnelle et une coordination impossible pour un opérateur indépendant. Derrière les murs de la prison, la mafia mexicaine exerçait une forme de contrôle brutal, dictant des codes de conduite stricts. Toute déviation, évasion fiscale, empiètement ou manque de respect pouvait déclencher des représailles violentes. Toute coopération avec les forces de l'ordre était une condamnation à mort. Un seul faux pas pouvait entraîner des passages à tabac, des arrestations ou des meurtres. Pour les membres du Rancho San Pedro, la mafia était à la fois le protecteur et le bourreau. Un double rôle qui faisait de la loyauté presque une question de survie. La plainte fédérale décelée des jours du raid détaillait comment les membres du gang recevaient des ordres directement des chefs incarcérés. Ces ordres allaient de la perception des taxes aux stratégies de distribution de drogue, en passant par l'attribution de postes de direction au sein même du gang. Le travail d'enquête qui a mené à l'opération Wipeout fut exhaustif. Les agents fédéraux et les détectives locaux ont passé des années à surveiller les mouvements du gang.
Ils ont enregistré les transactions de drogue, les trafics d'armes et les actes violents, tout en documentant comment l'argent retournait aux membres incarcérés de la mafia mexicaine. Ils ont identifié les shot callers, les individus qui donnaient la direction à l'organisation, et les exécuteurs, la force qui appliquait la volonté de la mafia. Lorsque le raid a frappé, il a visé l'échelon supérieur du gang. Les autorités ont pris d'assaut 6 bâtiments sur un seul pâté de maison, chacun étant un foyer d'activité criminelle devenu le centre nerveux des opérations du gang. Des équipes de police et du FBI ont mené des assauts simultanés, ne laissant aucune place à l'erreur ou à l'évasion. Ils se sont déplacés avec la rapidité d'une unité bien entraînée, du genre que seuls des mois de répétition et de simulation peuvent produire. Le résultat fut l'arrestation de 13 individus, chacun un décideur, chacun un canal pour les directives de la mafia mexicaine. Les accusations portées contre eux étaient de graves inculpations fédérales en vertu de la loi RICO, qui promettait d'éradiquer le gang des rues. Le raid a révélé des découvertes significatives. Parmi celles-ci figurait la prise de conscience que les opérations du gang n'étaient pas seulement locales. Ils étaient devenus un bras de la mafia mexicaine, une organisation basée en prison qui utilisait le gang de rue pour exercer un contrôle et coordonner des activités criminelles à grande échelle. Le gang avait reçu des ordres sur tout, des collectes de taxes auprès d'autres criminels, à l'organisation de réseaux de distribution de drogue, en passant par l'acquisition et le transfert d'armes à feu. Ces ordres étaient envoyés via des canaux cryptés, relayés dans des courriers de confiance et exécutés avec une efficacité glaçante. Cette révélation était une illustration frappante de la manière dont une organisation de rue, apparemment petite, pouvait être un pivot dans une vaste conspiration criminelle. Les agents fédéraux n'arrêtaient pas seulement des individus, ils coupaient les lignes de vie qui permettaient à un syndicat de prospérer dans la ville. Ils démantelaient un réseau qui s'était tissé à travers les docks, les marchés et les quartiers de San Pedro. Et ce faisant, ils ont exposé un monde obscur qui était caché sous la vie quotidienne. Les policiers sur le terrain ont décrit la nuit comme un blitz, un assaut coordonné qui a réuni renseignements, stratégie et force pure pour briser l'emprise du cartel. Leurs prochaines étapes impliquaient le démantèlement des factions restantes, l'identification de nouveaux leaders et la poursuite du travail minutieux de constitution de dossiers. Ils ont juré que la ville ne tolérerait plus une telle violence et que leur persévérance se poursuivrait au-delà des arrestations. Mais le raid à San Pedro n'était qu'une pièce d'un puzzle plus vaste et plus complexe. Alors que la mafia mexicaine et ses gangs de rue affiliés étaient sévèrement affaiblis, le cartel de la génération Helicos Noea, connu sous le nom de CJNJ, demeurait une force formidable. L'ascension d'El Mencho au pouvoir a commencé dans les paysages ruraux du Mexique, loin des docks de la ville. Né à Aguila Mataquín le 17 juillet 1966, son chemin pour devenir un parrain de cartel a commencé par des condamnations mineures pour drogue et la turbulence d'avoir été expulsé des États-Unis. Ses premières rencontres avec la loi furent le chapitre d'ouverture d'une histoire beaucoup plus longue et sanglante. À son retour au Mexique, il s'est aligné avec le cartel millénaire, acquérant de l'expérience et des connexions au sein du monde souterrain du trafic de drogue. Vers 2009, il a fondé le CJNG, comme un groupe dissident de l'organisation millénaire, un mouvement qui allait transformer le cartel en une organisation criminelle transnationale, hyper violente et très sophistiquée. Sous la direction d'El Mencho, le CJNG est venu à contrôler des actifs stratégiques critiques. L'un des plus cruciaux était le port de Manzano, une porte d'entrée devenue un point d'accès principal pour les produits chimiques précurseurs expédiés de Chine. Ces produits chimiques, essentiels à la production de méthamphétamine et de fentanyl, n'étaient que la pointe de l'iceberg. Aujourd'hui, le CJNG opère dans les 32 États mexicains et maintient une présence dans plusieurs pays étrangers, formant un réseau criminel véritablement mondial. Son portefeuille de produits se lit comme un catalogue de morts. Fentanyl, méthamphétamine, cocaïne, héroïne qui ont traversé la frontière mexicaine en quantité stupéfiante, et des opioïdes synthétiques directement liés à l'épidémie d'opioïdes américaine contribuant à des dizaines de milliers de décès par surdose chaque année. Les drogues n'étaient qu'une partie de l'empire d'El Mencho. Le cartel s'est diversifié dans des extorsions ciblant les entreprises et les producteurs agricoles, des opérations de traite des êtres humains marquées par une brutalité choquante et des stratagèmes de fraude financière sophistiqués qui déplaçaient l'argent à travers un labyrinthe de sociétés écrans et de comptes offshore.
Ce qui rendait El Mencho particulièrement dangereux et insaisissable était son style opérationnel. Contrairement aux chefs de cartel flamboyants qui recherchaient l'attention des médias, il opérait depuis l'ombre, évitant les photographies, les apparitions publiques et même le moindre indice de visibilité. Ses canaux de communication étaient cryptés, ses coursiers de confiance et ses mouvements soigneusement masqués, faisant de lui un fantôme aux yeux des forces de l'ordre. Le gouvernement des États-Unis avait mis une prime de 15 millions de dollars sur sa tête, faisant de lui l'un des fugitifs les plus recherchés au monde. Malgré cette récompense massive et les efforts ciblés des agences d'application de la loi américaine et mexicaine, il est resté en liberté, un fantôme qui orchestrait la violence et le trafic de drogue à grande échelle, tout en échappant avec succès à la capture année après année. Dans une ville qui avait toujours semblé se fier au mythe de l'homme autodidacte, l'histoire d'El Mencho était un rappel frappant que la ligne entre opportunité économique et crime violent est plus mince qu'il n'y paraît. De retour à San Pedro, les conséquences du raid se sont déposées comme la poussière. Les habitants jetaient un coup d'œil par leurs fenêtres, se demandant ce qu'il adviendrait de leur rue. Certains ressentaient un sentiment de soulagement en sachant que les réseaux criminels violents avaient été démantelés, tandis que d'autres ressentaient de l'incertitude quant à l'avenir. Les responsables de l'application de la loi ont clairement indiqué qu'il s'agissait d'une victoire, mais pas d'une fin définitive. Leurs prochaines étapes impliquaient le démantèlement des factions restantes, l'identification de nouveaux leaders et la poursuite du travail minutieux de constitution de dossiers. Le message était celui d'une persévérance implacable, le serment que la ville ne tolérerait plus une telle violence. L'opération Wipeout avait été un triomphe, mais c'était aussi le début d'une nouvelle ère de vigilance, un nouveau chapitre dans la lutte continue contre un empire criminel qui croyait autrefois pouvoir se déplacer invisiblement à travers les ombres. Les échos de cette nuit résonnent encore dans les rues de San Pedro, un rappel que si la bataille a pu gagner un front clé, la guerre contre le crime organisé est une longue marche, et chaque victoire est un pas vers un horizon plus sûr. Les échos de cette nuit résonnent encore dans les rues de San Pedro, rappelant que si la bataille a pu gagner un front clé, la guerre contre le crime organisé est une longue marche. Dans les jours qui ont suivi l'opération Wipeout, la ville a avancé avec un optimisme prudent, ses habitants observant les équipes des forces de l'ordre démanteler un réseau qui avait jadis prospéré en leur sein. Pourtant, la victoire était douce amère. Le silence qui s'était installé sur la ville n'était pas la paix, mais une pause, un souffle inquiet avant que la prochaine vague de violence ne puisse déferler à travers les fissures qui subsistaient. Début 2025, une nouvelle vague de raids coordonnés a balayé les régions frontalières mexicaines et les États-Unis. Ces opérations ont démontré que même les entreprises criminelles les plus enracinées pouvaient être renversées si les agences travaillaient de concert, construisaient des dossiers solides et ciblaient le cœur de l'organisation. L'élimination des shot callers, ces décideurs qui orchestraient les opérations quotidiennes, a été un coup stratégique, déstabilisant la hiérarchie du cartel et coupant le flux de directives qui maintenait ces gangs de rue en mouvement. Pourtant, l'histoire plus large restait inachevée. La portée du CJNG s'étendait bien au-delà des frontières de Los Angeles, dans tous les coins du Mexique et à travers le monde, alimentant la crise des opioïdes aux États-Unis et menaçant les marchés internationaux avec des pilules contrefaites et des produits pharmaceutiques illicites. Malgré la force apparente de ces raids, les analystes du renseignement ont observé un schéma. Chaque arrestation de haut profil n'effondrait pas le cartel d'emblée. Elle forçait simplement le CJNG à changer d'attention et à se réorganiser. Le blitz des forces de l'ordre de 2025 était une illustration claire de la résilience du cartel. Lorsqu'une figure clé de la région de San Pedro a été appréhendée, le CJNG a déplacé ses agents vers d'autres territoires, resserrant l'étau dans de nouvelles villes tout en le desserrant à San Pedro. Chaque fois qu'un chef adjoint ou un responsable logistique était capturé, un autre agent prenait le relais. Un autre plan se déroulait. Ce jeu dynamique du chat et de la souris a révélé la capacité du cartel à s'adapter en temps réel, un trait qu'il avait maintenu en vie depuis sa création. La réponse législative à la menace fut rapide et décisive. En février, le Congrès des États-Unis a adopté un projet de loi désignant le Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, loi sur la désignation des barons de la drogue étrangers. Cette désignation a amplifié les sanctions et enfermé le cartel dans une cage financière. La loi Kingpin n'était pas un geste symbolique.
C'était une guerre financière qui a coupé la capacité du cartel à blanchir de l'argent via les banques américaines et les services de transfert d'argent. La désignation a déclenché un afflux de surveillance réglementaire incitant les banques, les opérateurs de transfert d'argent et les institutions financières à travers le pays à revoir leur conformité avec les protocoles anti-blanchiment d'argent. Les effets d'entraînement furent immédiats. À mesure que l'infrastructure numérique et financière du CGNG était ciblée, la capacité du cartel à déplacer des fonds d'un pays à l'autre sans détection a diminué de façon spectaculaire. À la suite de la loi de sanctions, une série d'inculpations très médiatisées ont ébranlé les dessous financiers du CGNG. L'un de ces cas impliquait un ancien banquier dont le nom est devenu publiquement notoire dans un tribunal fédéral. Grâce à des comptes offshore dans les Caraïbes et d'autres paradis fiscaux, le banquier avait traité des millions de dollars, fournissant au cartel le capital nécessaire pour acheter des produits chimiques précurseurs, étendre ses installations de fabrication de drogue et acquérir des routes de transport sécurisées à travers les frontières internationales. L'inculpation n'était pas seulement une victoire juridique, c'était une déclaration publique que le CJNG ne pouvait plus compter sur le voile de secret qui avait autrefois protégé ses opérations de blanchiment d'argent. L'affaire était un avertissement sévère aux partenaires mondiaux du cartel que le flux de fonds illicites ne pouvait plus circuler librement à travers les institutions financières américaines sans examen. Elle a exposé un réseau auparavant invisible de sociétés écrans, de comptes bancaires anonymes et de virements clandestins qui avaient permis au cartel d'opérer en toute impunité. À peu près à la même époque, les forces de l'ordre ont réussi à appréhender un lieutenant nommé Aliano qui opérait à partir d'un centre de contrebande discret près du port de Manzanillo. La capture d'Aliano a ouvert une nouvelle fenêtre sur le réseau logistique du CJNG. Les interrogatoires ont révélé un système complexe de routes de transport secrètes qui exploitait à la fois les couloirs maritimes et terrestres pour acheminer les produits chimiques précurseurs des ports du Nord vers les centres de production de drogue du Sud. C'était un chef-d'œuvre logistique. De petits navires autonomes, déguisés en bateaux de pêche, naviguaient le long de la côte Pacifique, tandis qu'un réseau caché de convois traversait les autoroutes dans l'ombre du crépuscule. La découverte de ce réseau a confirmé la capacité d'adaptation du cartel. Chaque fois qu'un nœud clé était supprimé, le CGNG en trouvait un autre pour pivoter. La capture d'Aliano a servi de sombre rappel que l'infrastructure du CJNG n'était pas statique, mais une tapisserie en constante évolution de personnes, de lieux et de technologies. Le prochain changement stratégique est apparu lorsque le CJNG a trouvé un nouvel allié chez Los Chapitos, une faction du célèbre gang Los Chapitos, qui avait longtemps été rivale des factions de Rancho San Pedro. Los Chapitos, connus pour leur cruauté et pour opérer dans le sud profond du Mexique, avaient trouvé un terrain d'entente avec le CJNG face à la pression croissante des forces de l'ordre. Cette alliance était stratégique. Elle a permis au CJNG d'accéder aux vastes routes de contrebande de Los Chapitos qui s'étendaient jusqu'au sud des États-Unis. Los Chapitos ont apporté avec eux une connaissance sophistiquée des passages frontaliers américains, et leur collaboration a signifié que le CJNG pouvait continuer à infiltrer les communautés américaines avec des pilules contrefaites et des opioïdes synthétiques tout en maintenant simultanément leurs opérations internes à flot. Pendant que Los Chapitos forgeait ses alliances, les États-Unis et le Mexique étaient engagés dans une impasse diplomatique. Les responsables mexicains, méfiants à l'égard d'une frappe de drone unilatérale, ont mis en garde contre des actions qui pourraient violer leur souveraineté. Les États-Unis, frustrés par le manque de progrès tangible dans la capture d'El Mencho, ont poussé à une offensive plus décisive. Le débat à Washington était intense. D'un côté, les agences fédérales ont fait valoir que chaque kilogramme de fentanyl saisi se traduisait directement par moins de pilules dans les rues américaines, moins de décès par surdose et un marché plus petit à exploiter pour le cartel. De l'autre côté, les décideurs politiques et les responsables du renseignement ont averti qu'une frappe de drone pourrait avoir des répercussions négatives, attiser les tensions, compromettre la coopération en cours et créer un martyr pour la direction du cartel. La conversation est devenue un bras de fer entre le pragmatisme militaire et la prudence diplomatique. Une question de savoir s'il fallait poursuivre une frappe unique de haut niveau ou continuer le processus lent mais implacable de coopération bilatérale.
Au milieu de ces discussions stratégiques, de nouvelles images ont émergé qui allaient capter l'imagination du public et propulser l'histoire sous les feux de la rampe mondiale. Une vidéo virale a circulé sur les plateformes de médias sociaux et a atteint des millions de personnes en quelques heures. Les images, tournées à l'intérieur des murs austères d'une prison mexicaine de haute sécurité, montraient El Mencho, longtemps recherché par les forces de l'ordre, alors qu'il trouvait la mort aux mains d'un membre de Los Chapitos. La vidéo commence par un plan lent, presque cinématographique, de la cour en pierre de la prison, ses murs patinés par des années d'utilisation institutionnelle. La caméra se tourne vers une cellule où une silhouette solitaire, connue uniquement comme le commandant suprême du cartel, est vue assise sur un sol en béton, son expression indéchiffrable. La tension de la scène est palpable, le silence lourd. Une seconde figure, reconnaissable au motif de tatouage distinct qui désigne son affiliation à Los Chapitos, marche vers El Mencho, ses mouvements délibérés et mesurés. La vidéo capture un moment de contact, un échange silencieux, presque rituel, qui culmine en une fin soudaine et violente. Alors que le clip se termine, la caméra recule pour révéler l'intérieur de la prison, un rappel frappant que même dans les installations les plus sécurisées, les luttes de pouvoir peuvent éclater avec des conséquences mortelles. La vidéo est devenue virale en quelques heures, non seulement pour son contenu choquant, mais aussi pour ce qu'elle signifiait. L'assassinat d'El Menchon en prison, orchestré par une faction rivale au sein du même écosystème criminel, a démontré une rare instance de conflit intra-cartel qui a exposé de profondes fractures au sein de la direction du CJNG. Les images ont montré que Los Chapitos n'étaient pas seulement prêts à frapper leurs ennemis, mais étaient également capables d'exécuter des actes violents dans l'enceinte d'une installation gouvernementale. L'image qui s'est répandue sur Internet n'était pas seulement une sensation virale. C'était un tournant qui a forcé les gouvernements et les forces de l'ordre à réévaluer leur stratégie contre le cartel. Les implications de cet événement ont eu des répercussions sur la structure interne du cartel. Avec la disparition d'El Mencho, un vide s'est ouvert au sommet du CJNG. La direction a dû se démener pour combler le vide, menant à une crise de succession qui a divisé l'organisation en factions rivales. Certains membres, fidèles à l'héritage d'El Mencho, ont commencé à consolider leur pouvoir, formant des groupes dissidents qui opéraient sous l'ancien nom, mais avec une approche renouvelée et décentralisée. D'autres, reconnaissant la dynamique changeante du pouvoir, ont commencé à forger de nouvelles alliances avec des gangs locaux plus petits, créant un réseau moins dépendant d'une seule figure charismatique. Cette fragmentation a rendu le cartel plus difficile à surveiller et à prédire, car ses opérations se sont réparties sur davantage de nœuds avec moins de commandes centralisées. La perception publique du CJNG a également changé. La vidéo virale a servi de récit puissant susceptible de rallier le soutien public pour une vigilance continue contre la violence des cartels. L'image d'un leader de haut rang rencontrant une fin violente en prison est devenue un cri de ralliement pour les communautés ravagées par le trafic de drogue du cartel. La couverture médiatique a présenté l'événement comme une victoire symbolique, un exemple tangible de la poursuite incessante de la justice par les forces de l'ordre. Pourtant, pour beaucoup, les images ont également mis en lumière la réalité brutale de la culture du cartel, où la loyauté et le pouvoir s'exerçaient par la violence, même dans les murs censément sécurisés d'une prison. La décision d'autoriser la circulation des images n'a pas été prise à la légère. Les responsables gouvernementaux ont pesé les risques de rendre public un matériel aussi sensible. D'une part, le partage des images pourrait dissuader les recrues potentielles et signaler au cartel que même ses membres les plus puissants n'étaient pas à l'abri de la mort. D'autre part, les critiques ont fait valoir que cela pourrait alimenter davantage un cycle de violence en glorifiant les actes violents du cartel. Le débat portait sur la question de savoir si les avantages de l'opprobre public l'emportaient sur les dangers d'inspirer par inadvertance de futurs actes de brutalité. En fin de compte, la décision de diffuser les images était fondée sur la conviction que la transparence et la responsabilité pouvaient favoriser une meilleure compréhension des menaces posées par le crime organisé. Dans les mois qui ont suivi, les forces de l'ordre ont continué d'adapter leurs tactiques. La répression financière qui avait commencé avec la désignation en vertu de la loi Kingpin s'est intensifiée. De nouvelles sanctions ont ciblé des individus et des entreprises qui avaient autrefois joué le rôle de complices involontaires.
Les banques ont été tenues de mettre en œuvre des mesures de diligence raisonnable plus strictes, examinant toute transaction qui soulevait des soupçons d'être liée à la production illicite de drogue. Le FBI et l'Institut national mexicain d'investigation et de défense criminelle, INIDEC, ont collaboré pour auditer les flux d'argent transfrontaliers. Ils ont découvert que plusieurs sociétés de transfert d'argent américaines avaient involontairement facilité le mouvement d'espèces pour le CJNG, provoquant une vague d'enquêtes et d'amendes. L'inculpation d'un ancien banquier, qui avait traité des millions de dollars via des comptes offshore, a envoyé des ondes de choc à travers l'industrie financière, forçant les institutions à réévaluer leurs programmes de conformité. Pendant ce temps, la logistique des opérations du CJNG était sous menace constante. La capture d'Aliano avait révélé les complexités des routes de contrebande, mais Los Chapitos avait montré qu'ils pouvaient créer de nouvelles routes plus sûres pour leurs propres besoins. Les analystes ont observé un schéma. Lorsque les forces de l'ordre fermaient un canal d'expédition, les agents du cartel se réacheminaient vers une route auparavant dormante, qui exploitait le manque de surveillance dans des États moins réglementés. La capacité du cartel à créer des chaînes d'approvisionnement petites et agiles en faisait un adversaire redoutable. Cependant, la présence accrue des forces de l'ordre a forcé le CJNG à détourner des ressources de la production de drogue vers la protection et à étendre ses opérations dans de nouveaux territoires, étirant ses ressources au maximum. Les agences d'application de la loi et financières ont continué de travailler en tandem, tirant parti de chaque nouvelle victoire pour resserrer les contraintes du cartel. Chaque inculpation financière, chaque interdiction de route de contrebande et chaque mort d'un chef de cartel, que ce soit par l'action des forces de l'ordre ou par la violence interne, a contribué à une image plus large. Le CJNG, une organisation autrefois monolithique, était désormais un réseau complexe de factions rivales, chacune avec ses propres priorités et méthodes. La fragmentation interne du cartel l'a rendu moins prévisible, mais la menace externe est restée aussi importante que jamais. Le public, exposé à la vidéo virale de la mort d'El Mencho, est devenu plus conscient des opérations du cartel et des façons dont elles infiltraient la vie quotidienne. La vidéo a servi de catalyseur pour une conversation nationale sur le coût de la criminalité et l'importance de la vigilance, tant dans le domaine public que dans le secteur financier. Elle a également souligné l'importance de la coopération internationale, car les forces de l'ordre ont dû travailler au-delà des frontières pour démanteler une menace transnationale. La combinaison de sanctions financières, d'inculpations légales et de transparence publique a créé une approche multicouche qui pourrait empêcher les opérations du CJNG de croître sans entrave.